choix entre écologie et barbarie. Je pense qu'on est très tard, et peut-être déjà un peu trop tard, et que la question va se poser, enfin qu'on va devoir à la fois faire de l'écologie et lutter contre la barbarie. Parce que certaines choses, certains biens essentiels risquent de manquer, quoi qu'on fasse à partir d'aujourd'hui. Je pense par exemple à l'accès à l'eau ou à l'alimentation. Des biens vont devenir rares, et quand il y a des ressources rares, eh bien, il y a une montée de la barbarie. Il y a un enjeu de dispute autour des ressources. Et du coup, on a eu ce matin un débat autour de l'État social écologique, et je pense que c'est une question tout à fait fondamentale, dès à présent, de penser comment on va organiser l'allocation de ces ressources rares. On pourrait même le penser en termes de sécurité d'existence, de sécurité sociale. Et cette allocation peut faire appel éventuellement même à des techniques de rationnement, de programmation qui peuvent paraître dures, qui peuvent paraître attentatoires à certaines libertés, mais qui sont nécessaires précisément pour assurer une justice sociale et pour éviter ce passage à la barbarie. Voilà. Parce que ça m'évoque directement, il y aurait sans doute des tas d'autres choses, mais c'est un des aspects qui pour moi est très important. Le rôle de l'État face à la raréfaction de ressources fondamentales, élémentaires et nécessaires à tous, à notre survie. Alors je partage le constat d'une crise démocratique très profonde en Belgique, ailleurs peut-être aussi, mais je pense que chez nous, la complexité du modèle institutionnel et le fait qu'on est dans ce qu'on appelle un modèle consociatif où en gros tout le monde est en permanence aux commandes, ensemble et se répartit le gâteau plus ou moins de la même manière, quelle que soit l'issue des élections, on vient encore de le voir, fait que cette crise est aggravée et que l'électeur a un petit peu le sentiment que le personnel politique ne doit jamais rendre de compte sur ce qu'il a plus ou moins bien fait. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement problématique, puisque le but d'une démocratie, c'est tout de même ça, c'est de déléguer une partie du pouvoir à un pouvoir souverain, mais souverain dans une certaine limite, puisqu'il doit rendre des comptes devant la population selon le système du pays où on se trouve. Ça, c'est un problème. Un autre problème dans lequel on est exactement maintenant, et qui réellement il y a beaucoup de problèmes, mais celui-là me perturbe particulièrement, c'est que ces structures démocratiques qui marchent vaille que vaille ne sont plus réellement les structures qui déterminent les politiques en vigueur. Ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus, il y a à côté de ces structures-là des structures de gouvernance qui prennent les décisions les plus essentielles jusqu'à des décisions qui touchent à nos libertés fondamentales et qui les prennent en dehors de ces institutions démocratiques. Je peux prendre comme exemple la gouvernance de la crise pendant le Covid. C'est une gouvernance qui donne l'impression, et je vais revenir là-dessus parce que je pense qu'elle ne fait que donner l'impression d'être efficace, parce qu'elle est rapide, centralisée, basée sur la connaissance d'experts. Et en réalité, elle fonctionne de la manière suivante. On l'a vu au moment du terrorisme, on le voit maintenant, par échelle de couleur ou échelle de risque de 1 à 4. Alors ça va de vert à rouge, de 1 à 4. Et on décide à quel niveau de l'échelle on se trouve. Et à chaque niveau est associée une série de mesures, de politiques qui vont permettre de modérer le niveau de risque. Donc c'est une gouvernance de crise, on va dire, face à des risques éventuels. Et j'appelle ça la gouvernance Jacadi. Parce que si on passe du code jaune au code orange, du code orange au code rouge, il y a chaque fois, on dit, ben non, code orange, tout le monde met le masque. Et hop, Jacadi mettait le masque et tout le monde met le masque. Donc ça permet, on a l'impression que ça donne la possibilité très vite d'obtenir des mesures qui vont tout de suite répondre à la crise. Le problème de cette gouvernance, c'est que
On ne voit absolument pas dans quelles instances démocratiques sont déterminées ces mesures. Elles sont d'ailleurs à la limite déterminées avant même que se produise la crise, anticipativement. Et surtout, il n'y a pas d'objectivation des critères qui permettent de passer de code jaune en code orange et en code rouge. Ce sont des experts qui, au cas par cas, conseillent le ministre responsable et lui disent là, il faudrait qu'on passe en code orange, mais il n'y a pas d'objectivation et il n'y a surtout pas de reddition de comptes au sein des organes démocratiques ordinaires, ceux qui normalement font tourner la démocratie. Et une fois qu'on entre dans ce registre, on n'en sort plus. Même si on revient en code vert, on reste encore en code vert. Le temps que ça dure, jusqu'au moment où un ministre va nous dire c'est code jaune, c'est code orange, et on ne pourra pas contrôler pourquoi. Et récemment, un ami qui a vécu longtemps en Chine me disait « Tiens, quand tu m'expliques ça, ça m'évoque, il fabriquait des meubles en Chine. Et il était donc dans la ville du meuble, et il y avait en Chine des problèmes qu'on va certainement connaître, d'accès à l'électricité. Donc il n'y avait pas suffisamment d'électricité pour toute la Chine, donc ils font ce qu'on fait dans la plupart des pays en voie de développement, des délestages. On dit telle région ou tel secteur, ou à telle heure les industries cessent de produire. Et il me dit c'était pareil, c'était en code orange, en code rouge. Et donc quand c'était code orange, on savait qu'on devait arrêter toute la production pendant 5 heures, par exemple. Ou que toute la ville devait s'arrêter de... Et on se rend compte, personne ne savait en Chine pourquoi on passait tout à coup au code orange ou au code rouge. Mais on se rend compte, l'outil qui est entre les mains d'un pouvoir, de pouvoir à un moment donné paralyser complètement toute une province, toute une industrie, voilà. Par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut redémocratiser ? Je n'ai pas de proposition. Et donc d'abord, avant de redémocratiser, je voulais dire encore quelque chose sur l'efficacité apparente de la technique, parce qu'on a l'impression, ah oui, très facile, maintenant on peut gérer, comme dans une entreprise, gérer l'électricité sur un continent comme la Chine, et ça marche. Sauf qu'en fait, l'épidémie de Covid a très vite et très bien montré à quel point ça ne marche pas, parce que ceux qui déterminent les mesures à prendre, ce sont des experts, et que la plupart des mesures qui ont été décrétées ne tenaient aucun compte de l'expérience pragmatique, concrète, immédiate des acteurs de terrain qui devaient mettre en œuvre ces mesures. Et donc la plupart des mesures n'ont pas marché. On peut tout prendre. On peut prendre les masques, on peut prendre les tests, on peut prendre les vaccins. Enfin, les vaccins, ça va être la même chose, je peux déjà le dire. Et donc c'est un mode de gouvernance qui ne peut pas fonctionner, qui donne une illusion, une grande illusion d'efficacité, et qui en fait fait fi de notre intelligence collective. Donc en termes d'efficacité, les solutions pour moi proviennent du retour à la confiance à cette intelligence collective, avec des modalités à inventer. Et les solutions démocratiques, je ne les ai pas. Je pense qu'on doit s'inspirer de l'anarchie, dans ce qu'elle a de plus positif, c'est-à-dire que les citoyens vont de plus en plus devoir redéfinir à partir de situations très proches et très concrètes des modes de gestion collective, de commande, et que c'est par là que va se réinventer une forme de démocratie, par le bas. C'est l'espoir et l'idée que j'ai, tout en me rendant compte que c'est loin d'être simple et immédiat, donc c'est un avenir assez lointain. Chaque fois qu'il y a eu des crises, j'ai pensé que c'était une opportunité pour changer le système. Et c'est des fenêtres d'opportunité pour changer le système. Mais le rapport de force n'a jamais été favorable. Et jusqu'à présent, moi, les crises que j'ai connues dans mon domaine, c'était des crises qui opposaient les enjeux économiques aux enjeux sociaux. Et chaque fois, c'est les enjeux économiques qui l'ont emporté. Ici, ce n'est pas que les enjeux sociaux ou économiques aient disparu ou vont disparaître, ils restent présents avec des acteurs qui ont des intérêts dans le système tel qu'il est, ou dans... voilà. Et on ajoute à ça une dimension écologique qui est très fondamentale, puisqu'elle touche aux conditions même de la vie. Donc,
pour moi, si on devait hiérarchiser déjà ces enjeux, je pense qu'il faudrait mettre l'enjeu écologique au-dessus ou en sous-bassement, c'est comme on veut, mais de tous les autres. Est-ce que c'est une opportunité? C'est une opportunité. C'est une opportunité, mais il y a un rapport de force à installer qui permettent de saisir l'opportunité. Les idées, elles sont là, les cadres de référence, elles sont là. Les chercheurs, pas tous, parce que bon, il en va des chercheurs comme du monde politique, comme des citoyens. Certains sont plus vigilants que d'autres sur les enjeux environnementaux, mais des cadres conceptuels, des cadres politiques pour agir, pour réagir, tout est là. Donc l'enjeu maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met en place comme rapport de force, comme rapport de pouvoir pour faire prévaloir et remettre à sa place l'enjeu du vivant, l'enjeu de la vie, qui est l'enjeu écologique, et pour que cet enjeu, on arrive à le mettre en place de manière à ce qu'il soit compatible avec des enjeux économiques, des enjeux sociaux et des enjeux démocratiques, puisqu'il ne s'agit pas d'imposer tout cela au mépris de nos droits fondamentaux. Donc voilà pour moi. Mais je suis un petit peu pessimiste.